Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Accepter les différences des capacités neurologiques, notamment à l'école, c'est le point de sensibilisation en cette journée de la neurodiversité. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Accompagner et informer les jeunes sur tous les territoires, c'est le challenge du congrès Info Jeunes France qui se déroule le 9 octobre. On en parle avec son fondateur en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotiard fera lumière sur l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, dont on entend beaucoup parler malheureusement en ce moment. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec les révélations de la première victime de Taao, l'agresseur donc de Philippines. J'ai tout fait pour que ce qui m'est arrivé ne se répète pas, écrit la première victime de Taao dans une lettre adressée à l'agence France Presse. Pour rappel, Philippine, jeune fille de 19 ans, fut violée et tuée il y a plus d'une semaine dans le bois de Boulogne par Taao, le tueur présumé. Hier, une ancienne victime de Taao, qui avait porté plainte pour viol en 2021, s'est livrée sur son combat auprès de la justice. J'ai porté plainte, tenu bon au cours des 2 ans d'enquête, d'instruction puis de procès, en me disant que ma démarche protégerait d'autres femmes. Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive ? Afin de prévenir d'autres femmes similaires, elle demande plus de moyens et l'ouverture d'une commission d'enquête contre les crimes sexistes et sexuels afin d'évaluer les dysfonctionnements du système. Le tueur présumé était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis juin 2024, ce à quoi l'ancienne victime précise que les défaillances liées à cette obligation ne doivent pas, je cite, oblitérer la question primordiale de la récidive. Nouveau jour de grève demain à l'école et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, est visée par les syndicats enseignants. Demain, mardi 1er octobre, plusieurs actions sociales seront revendiquées et portées par les acteurs de la fonction publique et de l'enseignement. Des grèves sont à prévoir dans les écoles, collèges et lycées. La FSU, première fédération syndicale en France de l'enseignement, la CGT et Solidaire, appellent les personnels de l'éducation à rejoindre le mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. Conditions d'enseignement, création d'emplois, salaire, pouvoir d'achat, accompagnement des élèves, les syndicats demandent des mesures d'urgence. Alors que la nomination d'Anne Genetet est, selon la CGT Éducation, un très mauvais signal et semble signifier la volonté de maintenir coûte que coûte la politique de Gabriel Attal, pourtant rejetée par l'écrasante mobilité des personnels, on pouvait lire sur leur compte X: toutes et tous en grève le 1er octobre pour nos salaires, nos retraites, pour obtenir enfin des postes et la fin du choc des savoirs. Nous ne résignons pas, nos revendications sont justes et nous sommes légitimes à les exprimer. Des mobilisations sont également attendues dans les transports et dans le domaine de l'énergie. Cette grève débute ce soir et se termine mercredi 2 octobre au matin. On se rend désormais en Loire-Atlantique où un assistant familial a été mis en examen pour viol sur une enfant de 4 ans. Un homme de 32 ans agrémenté par l'aide sociale à l'enfance avait la charge d'une fillette de 4 ans atteinte d'un retard de développement, médicalisée à son domicile depuis fin 2023. Arrêté ce mercredi 25 septembre pour viol avec acte de torture et barbarie sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et agression sexuelle. Les enquêteurs de l'Office des mineurs ont été contactés par un pays frontalier, les prévenant de la diffusion de vidéos. Une enfant française était victime de viol. Problème, peu d'indices apparaissent sur ces vidéos, hormis le lit médicalisé. Services médicaux, éducation nationale et caisse primaire d'assurance maladie sont convoqués afin d'identifier ce lit. C'est une semaine plus tard que l'enfant est retrouvé grâce au modèle et à la filière de distribution. La fillette de 4 ans a été hospitalisée. Quant à l'homme de 32 ans, il fut interpellé. Depuis, il a avoué les viols et la diffusion des vidéos sur des réseaux pédophiles en France et à l'étranger. L'enquête se poursuit et a déjà permis d'identifier d'autres suspects. Autre drame, une agression au marteau a eu lieu dans la cour de récréation d'un lycée, c'est en Essonne. Vendredi, lors d'une violente bagarre entre élèves au lycée Rosa Parks à Montgeron, un lycéen a été frappé à coups de marteau alors qu'il était immobilisé par un autre élève. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Nom de Dieu, coup de marteau, c'est ce que l'on pouvait entendre. Voici le commentaire de la ministre de l'Éducation nationale sur son compte X. Les images de l'agression d'un élève à coups de marteau par l'un de ses camarades dans la cour d'un lycée en Essonne sont inacceptables. L'école est le lieu où l'on enseigne les savoirs et les valeurs de la République. Je ne dévierai pas de cette ligne et soutiendrai l'application de sanctions disciplinaires et pénales chaque fois que nécessaire pour enseigner le respect des règles. C'est consternant pour nous de se dire qu'on se sent impuissant. Ce sont des actes
actes de violence, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, précisait la maire de Montgeron, Sylvie Carillon. En attendant, des renforts policiers ont été mobilisés et resteront devant le lycée jusqu'à nouvel ordre. Une enquête a été ouverte afin d'établir les prémices du conflit. Vendredi a eu lieu à Paris un événement unique, un événement afin de lutter contre les violences numériques et le cyberharcèlement. Images VSH, c'est-à-dire violentes, sexuelles ou haineuses, ou encore diffusion non autorisée d'informations à caractère privé, ce sont quelques-unes des nombreuses formes de cyberviolence dont les jeunes sont les premières victimes sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment. Vendredi, un événement unique à la fois sportif, familial et festif s'est déroulé à Paris en faveur de la lutte contre les violences numériques et le cyberharcèlement. C'est un reportage de Béatrice Ronté-Cassard. Ce vendredi, la cybersécurité était à l'honneur au Parc des Princes. Les membres des institutions publiques comme privées qui luttent contre les cyberviolences se sont réunis pour des matchs de foot au profit d'e-Enfance, l'association qui œuvre à sensibiliser les jeunes à la violence numérique pour les aider à l'identifier. Par exemple, si y a des gens qui publient ou qui répondent à des commentaires en étant un peu méchants ou malsains. Depuis plus de 3 ans, le gouvernement et l'association e-Enfance ont mis en place une application du nom de 3018, qui est aussi le numéro de téléphone à composer si l'on est victime de cyberharcèlement. C'est ce qui est arrivé à Jules. J'ai subi, on va dire, un faux compte Instagram durant mes années de collège. Un compte qui se faisait passer pour moi, de la même identité. Je n'ai jamais su qui était cette personne. Elle a énoncé des propos sur moi qui étaient faux. Des acteurs de la cyberdéfense, mais aussi des politiques. Pour tous, cet événement annuel représente l'occasion unique d'échanger de vive voix. Le simple fait qu'on puisse parler de ce sujet, qu'on puisse mettre les enfants en confiance pour qu'ils en parlent est formidable. Mais il restera toujours plus à faire et vous pouvez compter sur moi pour ça. Vous pouvez compter sur mon ministère. Une priorité pour le gouvernement et une préoccupation de tous les instants pour le fondateur de la Cyber Task Force, à l'origine de cet événement au profit d'e-Enfance. Quand j'étais jeune, j'avais pas envie de parler à mes parents de ma vie au lycée ou au collège. Par contre, en parler à quelqu'un d'autre, et peut-être quelqu'un qui a à peu près mon âge, ça c'est possible. C'est ça, e-Enfance. En France, un jeune sur 5 en moyenne a été victime de cyberharcèlement. Merci beaucoup Louisa. Ne pas rentrer dans le moule, lutter contre les théories qui mettent en avant le fait que tous les élèves peuvent avoir exactement les mêmes capacités ou encore accepter les différences. Voilà des sujets qu'engage la lutte pour la neurodiversité. On en parle tout de suite avec nos invités. Je suis ravie d'accueillir Juliette Speranza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, enseignante et autrice de L'échec scolaire n'existe pas aux éditions Albin Michel. Fondatrice également de l'association La Neurodiversité France. Arthur Messy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Le refus scolaire anxieux. Comment faire, concrètement comment faire, aux éditions Tom Pouce. Vous êtes également professeur et fondateur de l'école Alastor, on va en parler, école magnifique également. On parle beaucoup de neurodiversité aujourd'hui, la journée est consacrée. J'aimerais qu'on puisse la définir réellement parce que c'est assez abscon pour le grand public, même pour moi au départ. Juliette Speranza. Alors la neurodiversité, c'est un concept qui a été inventé par une sociologue qui désigne en fait tout simplement la diversité des intelligences, la diversité cognitive et qui désigne aussi donc d'une part la diversité donc des intelligences au sein de l'humanité, on va dire, et aussi les mouvements sociaux, notamment en particulier autistes, qui ont contribué à faire changer notre vision de cette diversité. Voilà, si je résume rapidement. Arthur Messy, la neurodiversité, ça veut dire aussi des profils extrêmement différents pour justement gommer cette homogénéité que génère souvent l'école, peut-être ? En effet, et c'est un vrai défi pour nous enseignants parce qu'on compose des classes avec 20, 30 élèves qui sont évidemment tous différents, mais parmi ces différences, certaines peuvent avoir des répercussions plus ou moins importantes dans les apprentissages et c'est tout notre travail que de trouver des solutions pour que ces enfants puissent apprendre avec les autres et continuer à s'épanouir.
On a trop longtemps, je vous cite Juliette Speranza, dénigré la réflexion pédagogique au profit d'une culture du résultat inapplicable à l'humain. L'individu est une volonté en mouvement. On a beaucoup parlé sur ce plateau de l'idée de mouvement, l'idée d'espace aussi pour l'éducation, pour l'apprentissage de manière générale. C'est vrai qu'on a l'impression que l'élève, l'étudiant, n'est jamais finalement dans une situation de mouvement. Il est stoïque face à un pupitre, face à un maître, souvent sur une estrade. Oui, alors en plus, l'idée de mouvement, elle est assez polysémique parce qu'il y a le mouvement, effectivement, qu'on peut avoir à l'école, en classe, au quotidien, le besoin que vont avoir les enfants déjà naturellement de bouger, de faire de l'exercice, de pouvoir passer d'une activité à l'autre sans être effectivement enfermés dans une cadence qui ne leur convient pas. Puis il y a aussi l'idée de mouvement, c'est-à-dire penser aussi le développement de l'enfant comme quelque chose qui est en mouvement, comme un développement qui est continu, qui est permanent, qu'il faut accompagner. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à fixer les enfants dans des âges, dans des situations, sans prendre en compte finalement le fait que chaque situation, chaque enfant est unique, chaque enfant a un développement unique. Et en fait, on doit accompagner le développement de chaque enfant de manière, on va dire, particulière et singulière. C'est un vrai défi, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. Vous dites même dans votre livre, finalement, qu'on met les individus dans des cases, qu'on rentre dans un moule. Et si on ne rentre pas dans le moule de ce qui est prévu par l'école et par toute l'équipe éducative, en majeure partie, finalement, on en est exclu de fait. Ce que je déplore, en fait, c'est qu'on va effectivement présenter le métier d'enseignant comme la fonction d'instruire à un modèle d'élève, le modèle de l'élève moyen, l'élève normal. Et effectivement, dès qu'un enfant va être un petit peu différent des attentes et de ce à quoi les enseignants ont été formés, effectivement, il va être très rapidement stigmatisé. Alors, ça peut être de manière, effectivement, implicite, ça peut être par des toutes petites choses qui vont heurter l'enseignant ou les camarades dès la petite section, mais ça peut être aussi, évidemment, de manière plus claire et explicite et des choses qui vont complexifier tout son parcours et son orientation. Mais voilà, il y a un vrai travail, parce qu'au lieu de pointer toujours du doigt l'individu qui pose problème, et en plus, bon, on va peut-être en reparler plus tard, mais il y a quand même une explosion de diagnostics. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des étiquettes, il y a de plus en plus d'enfants qui sont présentés comme étant des personnes à problème. Donc à un moment donné, il faut peut-être se demander aussi si le problème n'est pas dans un système qui est censé évidemment accueillir tout le monde. Oui, cette idée de normalité, on va y revenir dans quelques instants, mais justement je rebondis sur ce que vous disiez, Juliette Speranza. Arthur Messi, c'est aussi ce qui vous a poussé, vous, à créer l'école Alastor, le fait que tout d'un coup, la neurodiversité, finalement la pluralité des profils n'était pas reconnue par l'institution. Alors la pluralité des profils, effectivement, qui est difficilement reconnue par l'institution, ça c'est une chose, bien que certains efforts soient faits, il faut quand même le reconnaître. Mais moi, je réagis vraiment à ce que vous disiez concernant le mouvement. Oui. En fait, si vous voulez, moi, c'est justement parce que j'avais besoin de mouvement dans mon activité professionnelle que j'ai voulu participer à la fondation de l'école. Parce qu'en fait, ce fonctionnement très rigide qu'on a avec le système scolaire pyramidal, avec globalement en haut ceux qui réussissent et font des études supérieures et en bas ceux qui sont sortis du système, moi, ça ne me satisfait pas. D'autant plus que ça génère de la souffrance. Et encore plus pour des enfants qui ont des particularités développementales parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur place dans une structure aussi rigide. Je prends un exemple finalement assez concret. Notre système scolaire survalorise les compétences en logique ou mathématiques et les capacités de mémorisation. Globalement, vous êtes bon en maths et bon en histoire géo, vous y arriverez parce que vous pouvez apprendre comme un cheval et calculer vite. Si vous avez une particularité qui vous empêche de faire ça, vous êtes tout de suite catalogué comme étant mauvais, alors que si ça se trouve, vous êtes brillant dans d'autres disciplines. Moi, ça ne me convient pas comme enseignant, donc c'est pour ça, effectivement, qu'on souhaite proposer autre chose aux enfants. Alors, je rebondis parce que c'est ce que vous disiez, vous, dans votre livre. Alors, je vais peut-être retrouver la phrase exacte, mais vous disiez justement, à un moment, si un élève, tout d'un coup, n'arrive pas à faire l'exercice, on ne se pose pas la question de savoir si c'est l'exercice qui n'est pas bien fait, bien constitué, mais tout de suite, si on se dit, c'est l'élève qui est mauvais, quoi. Exactement, oui. Et je pense qu'on va être d'accord sur ces points-là, mais c'est vrai que déjà, il y a le poids quand même de la culture scolaire, des codes qu'on a, de la manière dont on va percevoir implicitement ce que les enseignants attendent de nous, qui déjà j'essaye de pointer assez souvent du doigt parce que ça on n'y pense pas forcément. Et puis il y a aussi effectivement cette difficulté, alors pour le système en général, alors certains enseignants le conçoivent mais ont du mal à s'y adapter, mais cette difficulté du système à comprendre aussi
aussi que les compétences, déjà évidemment, sont diverses, mais elles sont aussi contextuelles. Et ça, on le voit beaucoup quand on étudie la neurodiversité. C'est-à-dire qu'un enfant autiste, par exemple, va avoir des super compétences dans un domaine et pas dans un autre, mais aussi dans un contexte, dans une situation, dans un environnement et pas dans un autre. Ou dans une situation de test, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais moi j'ai vu des enfants autistes ou avec d'autres spécificités d'ailleurs, bloqués complètement en phase de test et être évalués comme incompétents. Enfin, il y a des choses qui sont complètement absurdes en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur voilà, encore une fois, le modèle de l'élève normal, standard, qui forcément va adhérer au projet éducatif, qui forcément va pouvoir répondre aux exercices ou aux évaluations, et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il veut pas, voilà, toute une mythologie aussi autour de la volonté qui est complètement... Voir l'approche autrement, de se demander, effectivement, alors on s'intéresse au plus grand nombre par facilité, effectivement, mais est-ce que toutes les pédagogies qui sont étudiées et faites pour les enfants dits différents, voilà, avec des pédagogies alternatives, est-ce que ces pédagogies-là sont aussi bonnes pour justement tous les autres ? Arthur Messy. Ce qui est bon pour un enfant qui est en difficulté, ce sera bon pour un enfant qui n'a pas de difficulté. La différence, c'est que l'enfant sans difficulté ira beaucoup plus vite dans son apprentissage. Mais très concrètement, lorsque vous regardez comment sont conçus les manuels scolaires, vous ouvrez une double page de manuel scolaire d'histoire-géographie. Vous voyez la profusion d'informations, différentes tailles de police, des notions en gras, des notions avec un ou deux sens qui sont inscrites dans les paragraphes, des illustrations partout, bref, même sans difficulté, on peut être perdu. Donc quand vous faites un effort d'adaptation de support de travail, en disant voilà, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on veut faire retenir l'élève, quand vous aérez les textes, quand vous mettez une illustration par page avec une explication par page, tout ça c'est un travail qui va évidemment aider des enfants qui vont par exemple avoir un trouble de la lecture ou un trouble attentionnel, mais un enfant sans trouble de la lecture ou sans trouble attentionnel va prendre le même support, il le lira 3 fois plus vite, et puis il vous dira très bien, j'ai compris, passons à la suite. Donc ce qui est bon pour ceux qui ont du mal, c'est bon pour tout le monde en vérité. Certains parents vont dire alors, mais qu'est-ce que va faire de son temps cet enfant qui ira plus vite que les autres ? Très bien, il prendra de l'avance. Il prendra de l'avance. C'est pas du tout un problème en fait qu'au sein d'un groupe on ait des enfants qui performent et on est très content de ça. Mais au moins ça se fera pas au détriment de ceux qui n'y parviennent pas. En fait, on pose la question de la normalité, de l'uniformisation. D'ailleurs, l'uniforme revient tout d'un coup dans le débat public, avec cette expérimentation, je vais y arriver, qui vient d'être faite en ce moment. On essaie de trouver toujours effectivement les pédagogies qui fonctionnent le mieux pour le plus grand nombre. Et vous posez cette question de savoir si on veut éduquer des personnes efficientes, uniformisées, intolérantes. Oui, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les échanges sur ce sujet-là. Je suis contente quand c'est soulevé. C'est vrai que les personnes qu'on éduque aujourd'hui, évidemment, c'est les adultes de demain, c'est ceux qui vont aussi reproduire un autre système scolaire. Donc évidemment, si on est intolérant avec une majorité d'enfants, parce qu'en fait, à mon sens, c'est une majorité d'enfants qui sont... pas bien à l'école, forcément, on va perpétuer ces intolérances, cette méconnaissance de la neurodiversité, une inégalité des chances qui s'ajoute aux inégalités sociales pour les générations futures. Donc c'est aussi un enjeu sur lequel il faut agir tout de suite. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais si, j'entends tout à fait. Et surtout, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, effectivement, qui refusent d'aller à l'école, qui ont beaucoup d'angoisse, effectivement, d'aller à l'école. Et forcément, je reviens à votre livre, Arthur Messy, sur le refus scolaire anxieux, comment faire aux éditions Tom Pouce. On revoit toute cette logique. Et d'ailleurs, vous parlez de refus scolaire anxieux, refus scolaire et pas de phobie scolaire. On peut peut-être faire la distinction. Oui. Lorsqu'on parle de phobie scolaire, c'est quand même une expression qu'on emploie quand même, parce que réussir à placer refus scolaire anxieux dans une conversation, c'est pas toujours simple quand on discute avec des familles. Donc j'emploie l'expression quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de refus scolaire ? C'est parce que c'est plus précis que le terme de phobie scolaire. Dans l'idée de refus scolaire anxieux, on parle également du trouble psychique sous-jacent qui vient compliquer le tableau clinique de l'enfant et qui doit être traité parce qu'il est à la source du problème. Il ne s'agit pas juste d'un enfant qui a une simple difficulté à aller à l'école. Dans le cas d'une phobie, j'imagine qu'il y a un trouble aussi, non ? Pardon ? Dans le cadre d'une phobie, j'imagine qu'il y a un trouble aussi. Enfin, je veux dire qu'on ne part pas de rien. Non, pas du tout. Ouais. En fait, les chercheurs emploient le terme de refus scolaire anxieux aujourd'hui. Ils ont employé pendant plusieurs années celui de phobie scolaire. Justement pour bien mettre l'accent sur le trouble anxieux qui est la cible de l'intervention thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'en cas de phobie, on n'a pas, évidemment. Donc moi, j'ai utilisé le terme tout simplement parce que j'essaie d'avoir un langage commun avec mes collègues du soin.
et parce qu'on essaye de se mettre d'accord sur les notions pour pouvoir parler de la même chose. Alors, pour parler de refus scolaire anxieux, il faut comprendre réellement ce que ça veut dire. On imagine effectivement souvent un enfant qui dit non, je ne veux pas aller à l'école, mais ça va bien au-delà de ça. Et souvent, c'est très, très difficile à détecter, à la fois pour les parents, mais aussi pour les professeurs, pour les enseignants. C'est très difficile à détecter pour tout le monde et c'est très difficile à prendre en charge aussi. Alors, moi, je pense que la priorité, c'est d'être capable d'écouter les enfants. C'est-à-dire que c'est pas anodin qu'un enfant refuse d'aller à l'école. Après tout, l'école, c'est quand même un lieu, même si Juliette l'a très bien dit, qui peut générer des souffrances, mais c'est quand même un lieu de socialisation. C'est un lieu où on a quand même plutôt plaisir à aller, normalement, quand on a un enfant qui va bien. Et donc, un enfant qui manifeste une hostilité à l'idée d'aller à l'école, ça doit être pris très au sérieux, dans un premier temps. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent? Ça, c'est une question très compliquée. Moi, je pense que il faut toujours mettre un médecin dans la boucle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester démuni en se disant que ça va passer. Les choses ne passent pas comme ça naturellement et facilement. Donc, mettre le médecin généraliste dans la boucle, qu'il investigue les plaintes somatiques des enfants. Parce que généralement, quand un enfant dit qu'il ne veut pas aller à l'école le matin, le lundi matin, c'est accompagné de céphalées, de maux de ventre. Ouais. Tout ça doit être vérifié. Et surtout, et je pense que ça, c'est un point fondamental, que les enseignants communiquent aussi aux familles leurs inquiétudes lorsqu'ils assistent au décrochage d'un enfant. Et c'est, je pense, quand on parvient à établir cette communication entre les familles, les enseignants et les professionnels du soin, qu'on commence à rendre service aux enfants. Pour revenir effectivement à cette conversation sur le sentiment qui se dégage de ce système éducatif que je ne savais pas dire, vous décriez un peu en tout cas, hein, oui, voilà, vous le dites. Clairement, hein, bon, voilà, dans votre livre. Vous remettez également aussi en question certaines choses, Arthur Messier, hein, pareil, hein, de la manière dont c'est fait. Mais c'est vrai que c'est la problématique pour tous ces enfants dont on parle, qui finalement ne sont pas dans le rang, qui ne sont pas dans l'uniformité, qui ne sont pas forcément les meilleurs, ont ce sentiment qu'ils sont incapables finalement de pouvoir se projeter, être dans le système. Or, c'est vrai qu'on a l'impression que le système éducatif ne se pose pas la question de savoir si lui est finalement capable. Alors moi, je réagis à ce que vous venez de dire sur ces enfants qui ne sont pas les meilleurs. En fait, c'est là tout le problème. C'est-à-dire que c'est des enfants qui pourraient être les meilleurs si on leur donnait la possibilité de s'exprimer là où ils sont les meilleurs, justement. Et, oui. Et comme, encore une fois, dans le système scolaire, on survalorise certaines compétences et on ne met pas du tout en avant d'autres compétences, forcément, on se prive d'avoir des enfants qui pourraient être excellent dans bien des domaines. Donc c'est le problème de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on doit en permanence demander à l'élève de s'adapter au système et donc pas le système de s'adapter. On en revient toujours à ça. Oui, puis c'est pas du tout présent, encore une fois, même s'il y a des efforts, il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, en tout cas en surface, autour de la notion d'inclusion, d'école inclusive, de bienveillance. Mais en réalité, le système scolaire reste très, très attaché, effectivement, à l'injonction, effectivement, d'adaptabilité du côté des élèves. Et c'est vrai que voilà, pour les enseignants, c'est aussi une question. Alors, bon, voilà, si on veut parler des solutions, mais c'est aussi une question de sensibilisation et de posture aussi. Et c'est vrai que ça, à mon avis, ça doit être vraiment. Il y a un énorme travail à faire là-dessus, au moins déjà sur la sensibilisation, c'est vraiment pour moi un mot qui est fort, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que vivent ces enfants-là et de casser un peu leurs préjugés, leurs a priori. Donc se remettre en question finalement. Vous faites allusion... remettre en question aussi leurs pratiques, les pratiques qui leur ont été enseignées, pas forcément en tant qu'individu. Oui, mais en tant qu'enseignant, et puis dans le système éducatif de manière générale, vous racontez une scène que évidemment vous retrouvez dans le livre, mais qui est assez longue, hein, sur les inspecteurs de l'éducation qui viennent vous voir et c'est absolument troublant. Je veux dire, vous êtes complètement sonné, perdu, vous ne comprenez pas, vous proposez 1000 choses à vos élèves et pour autant vous vous retrouvez face à une rigidité maximale. J'ai eu quand même beaucoup de retours. J'étais rassurée après la publication du livre d'avoir des retours d'enseignants qui ont vraiment ressenti aussi cette difficulté et c'est pour ça que je pense que c'est une vraie souffrance à partir du moment où l'enseignant prend conscience ou même entre dans le métier avec la conscience et l'envie d'aller plus loin et de faire plus pour l'ensemble des élèves, de se confronter à un système qui finalement s'y oppose. En fait, toutes les valeurs... alors j'ai fait la distinction
dans mes recherches entre valeurs sourdes et valeurs publiques de l'éducation nationale, c'est-à-dire des valeurs qui restent sans qu'on en parle, mais des valeurs de stigmatisation, de compétition, des croyances liées au mérite qui restent ancrées et qui du coup empêchent l'enseignant de finalement sur le terrain d'agir, quoi. Et puis toute la structure aussi, c'est aussi un problème de structure. La structure éducation nationale ne permet pas à l'enseignant sensibilisé, bienveillant, militant même, d'agir pour ses élèves, même si ça aide, mais ça suffit pas. Vous agissez aussi, Arthur Messy, tous les deux en tout cas, vous vous êtes remis en question sur la question, enfin vous êtes posé ce problème très très vite, vous avez voulu proposer autre chose à vos élèves. Et comment vous avez fait pour pouvoir passer de professeur à fondateur de l'école Alastor en se disant bon maintenant j'ai proposé autre chose, je ne peux pas les laisser comme ça mes élèves? C'est un cheminement long. Moi je pense que fondamentalement, ça fait 10 ans que je fais la même chose. Ça fait 10 ans que je suis enseignant. Et ça fait 10 ans que j'essaye de faire mon maximum pour transmettre des connaissances et aider des enfants à devenir les citoyens de demain. Donc ça n'a pas changé. C'est la base commune. Par contre, c'est vrai, la différence maintenant dans ce que je fais, c'est que ma priorité, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants, quel que soit leur profil cognitif, puissent accéder à des enseignements de qualité. Et donc, typiquement, tout à l'heure, on parlait de remise en question des pratiques enseignantes. Ce que j'ai fait, je dis je, mais en vérité c'est un travail d'équipe, c'est pas moi tout seul dans mon coin, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconstruit finalement tout ce que j'avais appris lors de ma formation d'enseignant et j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait poser des difficultés. Alors c'est très long comme travail, ça se fait pas en une journée, mais j'ai regardé tout ce qui posait des difficultés et j'ai essayé de voir dans quelle mesure est-ce qu'on était capable en tant qu'équipe de dépasser ces difficultés. Très concrètement, un jour, avec ma collègue ergothérapeute, si tout le monde sait ce qu'est une ergothérapeute, c'est la professionnelle de santé qui est chargée de l'autonomie des personnes qui lui sont confiées. On a regardé comment est-ce que mes évaluations étaient construites. Et donc l'ergothérapeute, avec son sticker, m'a dit là, tu vois, par exemple, un enfant qui a un trouble neurovisuel, avec cet exercice tel qu'il est présenté, ça va être très gênant pour lui, donc il faudra que tu adaptes. Et on a travaillé comme ça pour tous mes supports. Et l'idée, c'est de voir si, à chaque fois, à chaque évaluation, à chaque cours, on ne peut pas toujours faire un petit peu mieux. On ne va pas révolutionner le système scolaire en faisant ça, mais au moins on pourra rendre service à vos petits groupes d'élèves qui nous sont confiés. Non mais si je comprends bien, si on va plus loin, c'est qu'en prenant vos travaux à tous les deux, et plus tous ceux qui s'intéressent à la question, on pourrait repenser les programmes scolaires de manière à pouvoir justement intégrer la pluralité, la neurodiversité dans son ensemble, pour proposer un apprentissage plus concret et plus efficient pour tous les élèves. Il faut qu'on parte des enfants. En vérité, il faut qu'on arrête de partir avec nos obsessions et toujours rattachés à l'idée de trier les élèves et qu'on regarde finalement comment est-ce qu'on peut faire pour aider le plus grand nombre à progresser. Ceux qui iront plus vite, très bien, on leur donnera du travail en plus, ils accéléreront, mais au moins ce ne sera pas au détriment, encore une fois, de ceux qui sont en plus grande difficulté. Julie Esperanza, par exemple l'évaluation, je fais juste un dernier point là-dessus parce qu'il va falloir qu'on rentre, mais non mais on va pas en parler pendant. Mais c'est juste, je vous cite, le professeur est le détenteur de l'autorité et du savoir scolaire, lui seul est en mesure de l'évaluer, c'est-à-dire de quantifier sa valeur, quantifier l'obsession. C'est vrai qu'on est borné à ça, de se dire quelle note tu vas avoir, les parents comme tout le monde, on est dans les parents sont conditionnés aussi. C'est ça, il y a un conditionnement. Et en fait, on n'est pas dans une évaluation justement de ce qu'on délivre à nos élèves. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dénoncez. Après, ce que je rappelle souvent, ça peut paraître un peu nébuleux, mais je pense que, c'est pour ça que j'essaie de ramener de la philo dans le débat aussi autour de la pédagogie, quoi. Mais je pense que c'est très important de vraiment se questionner sur, effectivement, pourquoi on envoie les enfants à l'école, pourquoi l'école, et qu'est-ce qu'on veut au final. Effectivement, on en avait parlé un petit peu lors de nos échanges samedi, je crois, mais l'aspect, on va dire, productiviste, utilitariste, qui guide un peu l'école, n'est pas remis en question finalement. Donc à chaque fois, je parlais de conflits de valeurs tout à l'heure, des valeurs sous-jacentes au système scolaire qui empêchent finalement la bienveillance face aux individus que sont les élèves. Si on ne les repense pas, on va jamais y arriver. En fait, à chaque fois, on est plein de volonté, mais on se heurte à une base qu'on veut pas retravailler. Donc il faut retravailler aussi cette base, ce pourquoi, et du coup on rentre aussi dans des questionnements politiques. C'est qu'est-ce qu'on veut faire
de nos enfants? Est-ce qu'on veut vraiment combattre les inégalités? Est-ce qu'on veut vraiment arrêter de trier les enfants et de les envoyer dans certaines voies plus ou moins valorisées? Est-ce qu'on veut vraiment... voilà, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants demain? Il faut vraiment qu'on se pose la question et voilà, individu et collectif aussi à réfléchir. On se la pose tous les jours sur ce plateau, en tout cas, cette question. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour notre école? Merci beaucoup, Arthur Messi, d'être venu sur ce plateau. Auteur de Le refus scolaire anxieux, comment faire, aux éditions Tom Pouce. Juliette Speranza, vous êtes philosophe, enseignante aussi, et autrice de L'échec scolaire n'existe pas, aux éditions Albin Michel, et fondatrice de l'association La Neurodiversité France. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans Le Mag. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Mourlet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Info Jeunes France. Info Jeunes France, c'est un réseau très intéressant qui existe depuis maintenant 60 ans, c'est ça? C'est ça. Énormissime, qui a plus de 1000 structures, c'est ça? 1100. 1100 structures en France, qui avait organisé, on va en parler dans quelques minutes, le tout premier congrès national de l'information jeunesse qui va se dérouler le 9 octobre 2024 à la Tour Pleyel de Saint-Denis, c'est ça? C'est ça, Saint-Denis. Voilà, exactement. Mais j'aimerais qu'avant, on fasse un petit point sur ce qu'est le réseau Info Jeunes, parce qu'on l'a dit, 1100 structures, c'est absolument énorme. L'information pour les jeunes aussi, on imagine qu'elle était absolument gigantesque, bien entendu dans le domaine scolaire, des études supérieures, mais aussi dans la santé, le logement. Absolument. Apprendre à se déplacer, les mobilités douces, apprendre à se soigner, comprendre le numérique, savoir lire une annonce pour trouver un logement, savoir se vendre entre guillemets quand on cherche un travail, faire un CV, faire une note de motivation, bref, beaucoup de choses. Dans le réseau, on a essayé de le classer en fait en 11 thématiques. Alors si vous me demandez de les réciter, je pense que je vais en oublier. Non, mais on en fait quelques-unes. Mais donc on l'a dit, santé, logement, mobilité, citoyenneté. On apprend par exemple à créer une association. Vous voyez, donc voilà, l'engagement. On apprend aussi à prendre des initiatives, à s'engager, à faire des choses. C'est le service civique par exemple. Donc je disais la mobilité. On cherche des formations. Eh bien, on a un secteur formation, emploi, faire des petits métiers, des petits boulots.
réseaux. Donc ça, je dirais, c'est le noyau dur de ce qu'on fait dans le réseau IJ. Mais en parallèle, ou en même temps, nos professionnels ont aussi des animations. Et tout à l'heure, je voyais sur School TV là, une émission sur le harcèlement, etc. On a des ateliers contre le harcèlement à l'école, par exemple, contre le cyberharcèlement. Donc nos professionnels réunissent les jeunes pour les informer, leur expliquer le vrai du faux, leur expliquer comment on réagit par rapport à ces modes de contact, entre guillemets, dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on se dit toujours qu'on est plutôt avant-gardiste, puis finalement pas toujours, parce qu'on est parfois à côté. Si je recalcule à peu près bien, on est en 1960, donc d'autres ont créé Info Jeunes. À l'époque, les jeunes étaient assez mal informés, finalement c'était assez vertical, c'est-à-dire que c'était l'établissement qui donnait quelques informations aux élèves pour leur future scolarité, puis les familles et basta. Alors oui. Alors c'est assez amusant, la question est intéressante parce qu'en réalité, à l'origine de ce réseau, donc comme vous disiez, milieu des années 60, on s'aperçoit que les jeunes étudiants étrangers, quand ils viennent à Paris, ils ne savent pas où se loger, ils ne savent pas comment on se soigne en France, ils ne connaissent pas les mobilités, ils n'ont jamais pris le métro à Paris, etc. Et un jour, au ministère de la Jeunesse et des Sports, quelqu'un dit « mais il faudrait peut-être qu'il y ait un bureau quelque part qui accueille ces étudiants étrangers ». Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que les étudiants parisiens, français étaient dans la même situation, parfois surtout les provinciaux qui arrivaient à Paris et qui découvraient la capitale sans savoir comment se loger. Et donc, de fil en aiguille, s'est créé ce réseau, dont, je dirais, la maison mère, si je peux dire ça comme ça, et le CIDJ qui était à l'époque à Paris, sur les quais, en bordure de Seine. Et c'est à partir du CIDJ en 69, donc il est créé en 69, par François Missoff et Maurice Herzog. Et à ce moment-là, on décide que si ça marche bien à Paris, parce que c'était le cas, moi j'étais étudiant à Paris en 75, 76, je suis pas tout jeune, c'est vrai que quand on allait au CIDJ, c'était énorme, quoi. Il y avait des milliers de jeunes, on faisait la queue pour chercher un petit boulot, chercher un studio, c'était absolument énorme. Et comme ça marchait bien à Paris, le ministre a dit, écoutez, si ça marche bien à Paris, ça doit marcher aussi en province. Donc du coup, on a créé en province des centres régionaux, un par région, et puis ça marchait quand même pas trop mal. On dit, si ça marche bien en région, on va essayer dans les départements. Et donc, de fil en aiguille, ce réseau a, bon an, mal an, capillarisé l'ensemble du territoire. C'est un phénomène assez intéressant en termes de sociologie des organisations. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'informations et surtout de désinformation aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez fait pas mal d'études. Le rapport est absolument énorme. Le prochain, d'ailleurs, sort bientôt. Oui. Mais sur le rapport des jeunes à l'information en général, donc pour se renseigner effectivement sur leur santé, le logement, vous le dites, ou sur leurs études, souvent, ils ont la facilité, et nous aussi d'ailleurs, d'aller sur les réseaux sociaux et de voir ce qui s'y passe. D'ailleurs, la preuve, sur votre dernière enquête, votre dernier baromètre, vous dites 71% des jeunes, en fait, accordent leur confiance aux réseaux sociaux provenant d'un site d'information, d'un média de la presse écrite radio. En revanche, quand il s'agit de sites de réseaux sociaux dont on ne sait pas trop, etc., d'influenceurs, ça tombe à 22%. Mais ça reste quand même 22%. C'est exact. Alors, le chiffre tel qu'il apparaît aujourd'hui, il faut le prendre comme étant une montée en puissance depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre d'aujourd'hui est le résultat de plusieurs années où on voit effectivement apparaître une confiance envers certains types de médias sur le numérique. Ce qu'on voit apparaître en parallèle, et qui était au début un signal faible, mais qui maintenant émerge et qu'on verra donc bientôt, là, c'est le fait que les jeunes veulent être conseillés. Or, le conseil, il est physique, il est personnel. Donc, à côté d'une première démarche sur le numérique, et j'ajoute même auprès des parents, il y a la volonté, le besoin d'aller voir un professionnel et pour avoir de l'information et de l'accompagnement pour en quelque sorte sécuriser ce que j'ai vu sur le numérique. Je veux sécuriser, je vais être sûr que j'ai bien compris. Donc, je vais voir un professionnel et je me rassure sur la compréhension que j'ai eue du message que j'ai reçu sur Internet.
Voire même des professionnels, parce que l'événement dont on va parler, que nous irons le 9 octobre donc, à la Tour Pleyel à Saint-Denis, c'est justement la réunion de tous les professionnels. C'est-à-dire qu'un nombre d'acteurs qui est vraiment très important pour pouvoir justement donner plein d'informations différentes, donner des regards différents, des perceptions, des expériences aussi différentes. Je parlais de perception par rapport aux droits. Les jeunes connaissent assez mal leurs droits. Exact, oui. Moi, j'étais dans ce cas-là aussi en tant qu'étudiante. J'avais la chance d'avoir une famille qui était plutôt très entourante, mais c'est pas le cas de tous les étudiants. Et on voit qu'effectivement, très peu connaissent leurs droits, 61% par manque d'informations sur les aides, les allocations et les dispositifs. Absolument. Et aussi 45% par découragement devant l'ampleur ou la complexité des démarches. Exactement. Est-ce que vous allez avoir l'occasion, le 9 octobre, de pouvoir, alors peut-être pas aider sur le moment, mais en tout cas d'amener les jeunes à cette entraide ou cette aide pour les démarches? Alors l'idée, c'est effectivement de poser le constat que déjà même pour nous adultes, les démarches administratives sont parfois un peu absconses, pour dire ça comme ça. J'aime bien le parfois, c'est bien. Je nuance, mais bon, c'est quand même la réalité, honnêtement. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment l'idée que nos professionnels sont capables effectivement d'ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'en fait, l'accès au droit, c'est ouvrir le champ des possibles, si vous voulez. Et les jeunes, en fait, ne savent pas parce que personne ne leur a indiqué. Souvent, la famille ou les parents ne le savent pas non plus eux-mêmes, ne connaissent pas leurs droits non plus eux-mêmes. Donc, il y a nécessairement, on voit apparaître un vide. Et l'accès aux droits et aux services qui leur sont offerts devient une priorité parce que sinon, ces jeunes-là passent à côté de ce qui leur est offert. Et on peut dire que parfois, on peut penser que parfois, ils ratent une chance. S'ils avaient eu accès à leurs droits au bon moment, et au bon endroit et au bon moment, peut-être n'auraient-ils pas raté la chance qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue. Et parfois, ça ne tient à pas grand-chose. C'est assez curieux. Ça tient à peu de choses parfois. Et moi, je me souviens d'un président de conseil départemental dans le sud de la France qui m'expliquait que c'était par hasard qu'il était entré au CRIJ d'Occitanie et qu'une conseillère lui avait proposé différents métiers parce qu'il était perdu. Et que le métier qu'il avait actuellement, même fut-il président de département, était un métier qui lui avait été proposé par une conseillère du réseau et du CRIJ Occitanie. Donc voilà, c'est parfois un petit peu le hasard, on pousse la porte, on rentre chez nous, c'est souvent des lieux accueillants, des lieux qui sont ouverts, qui sont toujours gratuits, tout est disponible et tout est utilisable sur place. Et donc, on a vraiment une manière de travailler qui est très, très particulière, très spécifique. Vous avez écrit un plaidoyer qui, j'imagine, est tout à fait lisible sur le site Info Jeunes, pour une jeunesse citoyenne, optimiste et engagée. C'est vrai que la jeunesse, on la sent, on l'a toujours senti, nos parents et grands-parents aussi engagés, mais peut-être qu'aujourd'hui, encore plus et encore plus jeunes, sur des sujets comme l'écologie, par exemple, ou la situation clairement, évidemment, des guerres et des conflits mondiaux. Cet engagement aussi, est-ce qu'on le retrouve lors, par exemple, de ce congrès du 9 octobre? Est-ce qu'on va retrouver les acteurs qui vont pouvoir aider aussi, peut-être, au développement de ces jeunes, à leur orientation? Alors absolument, absolument. Il va y avoir un espace des partenaires, ceux avec qui nous traitons donc au niveau national et qui sont des organismes, des associations qui ont vocation dans les territoires à accompagner les jeunes, à les aider et les encourager à prendre des initiatives. Et là, vous verrez qu'il y a effectivement des partenaires qui sont très, très intéressés pour venir avec nous. Là, on va avoir presque 800 personnes. Là. Et ce sera un moment très, très intéressant, très important. Et surtout, vous verrez aussi un espace des initiatives parce que il faut savoir que les jeunes, pour les attirer, il faut qu'ils aient envie de venir. Il faut qu'il y ait l'appétence, qu'il y ait une curiosité d'entrer, de pousser la porte ou d'aller sur le site internet. Et cette curiosité, cette appétence pour notre réseau, elle se traduit par le fait que nos professionnels sont des génies de l'outil pédagogique. Ils inventent sans arrêt des outils pédagogiques, des jeux de plateau, des sites internet, comment dirais-je, toutes sortes d'outils pour attirer les jeunes. Vous trouvez des lunettes numériques maintenant, vous trouvez ils peuvent utiliser des écrans géants pour faire des essais de montage vidéo. On a même maintenant, dans beaucoup de CRIJ,
des espaces tiers-lieux. Hein, je pense notamment à Orléans ou à d'autres, où il y a un tiers-lieu, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui viennent s'exercer sur ces tiers-lieux, qui viennent échanger avec d'autres jeunes. Et c'est vraiment assez génial, quoi. Donc il y a une grande part réservée aussi à l'IA, si je comprends bien. Alors oui, ça c'est intéressant aussi. Alors l'IA, c'est un domaine qui est très très important pour nous, évidemment, parce que ça bouscule totalement nos habitudes de travail, enfin chez nous mais comme ailleurs aussi, on n'est pas les seuls. Et du coup, on a décidé qu'il fallait qu'on s'intéresse à l'IA en tant que elle questionne notre rapport à l'information, elle questionne notre manière de présenter l'information, de la moduler, de la pédagogiser, si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça l'idée au fond, hein, de la modeler en fonction des besoins des jeunes. Moi, je dis toujours que l'information qu'on délivre aux jeunes pour leur vie quotidienne, pour avancer, c'est un matériau chaud qui se malaxe, qui se travaille et qui s'adapte aux jeunes. Et le défi, c'est de pouvoir, jeune après jeune, pouvoir leur apporter la bonne information au bon moment. Ça, c'est un vrai défi. Et nos professionnels le font depuis 60 ans. Alors, c'est pas toujours les mêmes, ils ont changé depuis. Alors justement, qui sont les professionnels qu'on va pouvoir rencontrer le 9 octobre à la Tour Pleyel? Alors, qui sera là? Vous allez voir je vais dire rapidement deux types de publics. Oui. Hein. Il y aura d'un côté des professionnels de la jeunesse, oui, de notre réseau à nous, hein, Afro-Jeunes. Ils seront quelques centaines et puis 300 ou 400 le lendemain. Donc vous allez voir qui ils sont. Et il y a toutes les générations. Et ce sont beaucoup de jeunes quand même qui sont absolument géniaux. Enfin, moi, quand je vais les voir sur le terrain, je suis toujours abasourdi par leur gentillesse, leur façon de faire avec les jeunes. Enfin, voilà. Il y aura aussi des professionnels de la jeunesse qui ne sont pas de notre réseau et qui viennent voir et qui viennent prendre connaissance de ce qu'on fait et qui ont envie de travailler avec nous. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des élus et des administrations. Et ces élus et ces administrations, soit ils viennent pour se conforter dans l'idée qu'ils nous supportent, nous aident depuis très longtemps, on va dire, hein, enfin plus de 40 ans. Et puis d'autres élus qui disent moi ça m'intéresse l'information jeunesse, j'ai envie de voir ce que c'est que ce truc-là, à quoi ça correspond. Et puis donc ils viennent voir ce qu'on va faire, ce qu'on fait chez nous. Et ils vont venir donc au comment dirais-je à notre congrès, ils vont venir au congrès et ils vont en fait effectivement découvrir qui nous sommes. Et c'est vrai que une des dimensions en fait de ce congrès, c'est quand même de faire connaître l'information jeunesse. Car comme vous le disiez un petit peu en introduction, on n'est pas tant connu que ça, tout compte fait, quand on regarde bien. Et donc, il y a quand même cette idée de mettre un peu sur le devant de la scène nos professionnels, nos élus. Et je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité. Mais nous sommes ravis. Je profite de l'occasion pour vraiment dire que j'espère que, cette émission, que tout le monde va regarder, j'en suis sûr, va intéresser les gens et va venir. Mais bien sûr, évidemment. Faire venir Vous notez dans vos tablettes, donc 9 octobre précisément, ça commence à quelle heure? Alors, le 14h, ce sont les discours officiels. Voilà. Mais vous pouvez venir avant, il y a des ateliers avant. 9 octobre, Tour Pleyel, Saint-Denis. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Devant le Stade de France. Juste à côté de Paris, devant le Stade de France. On pense à Mylène Farmer, c'est ça? Elle était là, non? On n'a pas invité. Il y a quelques jours, elle n'est pas invitée. Mais j'ai sûr que si vous l'invitez, elle sera là. Merci en tout cas, vraiment, de tout cœur d'être venu sur le plateau. Voilà, pour avoir toutes les infos, logement, services, santé, mobilité, engagement, job, parcours professionnel, enfin tout, vous saurez tout. Voilà, que vous soyez jeune ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup, Emmanuel Mourlet, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. On va retrouver Louisa pour sa chronique. Suite à l'affaire de Philippines, Louisa, vous voulez faire la lumière sur l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Oui, Philippine, 19 ans, a été retrouvée morte au bois de Boulogne après avoir été asphyxiée et violée par Taha Walida, tueur présumé, un jeune homme marocain de 22 ans, déjà emprisonné pour viol et sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis juin 2024. Depuis cette tragédie, les partis politiques s'emparent du sujet. À droite, ils souhaitent étendre la durée de rétention des étrangers clandestins dangereux et réduire le pouvoir du juge. Quant à gauche, on remet en cause la chaîne pénale et administrative, comme l'a souligné François Hollande sur France Info. Mais on va d'abord écouter la réaction de Didier Migaud, ministre de la Justice, au micro de France Inter.
Je comprends que l'émotion est telle qu'elle submerge, bien évidemment, tous les discours objectifs que nous Donc vous devons récusez nous l'idée efforcer qu'il y a de... eu défaillance de l'institution judiciaire dans l'affaire qui a mené au meurtre de la jeune de la jeune Philippine. Vous Philippine. savez que je n'ai pas à la commenter, donc je ne la commenterai pas. Je vais regarder si les procédures sont totalement adaptées face à ce type de situation pour, avec mon collègue de l'Intérieur, éventuellement proposer les modifications nécessaires. On doit ressentir, pour moi c'est un sentiment d'échec, bien évidemment. Voilà pour l'avis des partis politiques concernant l'OQTF. Et donc on va revenir sur la genèse justement de l'OQTF. Oui, l'obligation de quitter le territoire français fut instaurée par la loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006. Elle est la loi la plus usitée pour éloigner les étrangers. Alors une OQTF est une décision de la préfecture qui a pour objectif d'expulser les étrangers présents sur le territoire. Motif : refus, retrait d'un droit de séjour, séjour irrégulier, menace pour les citoyens. Et à ceci, la préfecture doit préciser le pays dans lequel la personne doit retourner et d'un délai de départ qui varie de 48 heures à 30 jours. Cette décision peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'un placement en rétention ou encore d'une assignation à résidence. Pour l'agresseur de Philippines, le Maroc avait donné son accord d'extradition. La juge connaissait le profil alarmant du tueur, mais cela n'a pas suffi. Alors pourquoi la France a-t-elle du mal à expulser les personnes en situation irrégulière ? Eh bien, c'est avant tout des questions administratives. Les pays d'origine étrangers tardent à répondre, ne veulent pas les accueillir, ou le tribunal français peut également revenir sur ces décisions. En mai 2024, un nouveau pacte a été adopté. Il s'agit du pacte sur l'asile et la migration, voté par le Parlement européen afin de créer de la solidarité entre les États membres et d'assurer une meilleure gestion des OQTF. L'objectif est de créer des centres de rétention administrative aux frontières de l'Europe, notamment en Italie et en Grèce. Voici notamment ce que l'on peut lire sur le site du service public. La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé, donc ces fameux centres de rétention administrative, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. Elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible et elle est limitée à 90 jours, sauf en cas d'activité terroriste. Pour illustrer ceci en quelques chiffres, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur en 2022, sur 134 280 OQTF, 11 406 expulsions ont été effectives. En 2022, l'affaire Lola, cette petite fille de 12 ans violée, torturée et tuée par une jeune femme de 26 ans sous OQTF, avait déjà relancé les débats quant à l'obligation de réviser la loi. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, dit vouloir, je cite, « rétablir l'ordre et augmenter considérablement le taux d'exécution d'OQTF ». Reste à voir la politique qu'il mettra en place dans les prochains mois. En attendant, une cagnotte Litchi a été ouverte pour soutenir les proches de Philippines dans les frais des obsèques et des démarches judiciaires. Merci beaucoup Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Ce père qui dit ah ben regardez-moi, mon enfant sera confronté au racisme. Si je me souviens, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui dit aussi dans un des épisodes, mais au fond, pourquoi ce serait à moi de lui expliquer le racisme qu'il y a dans la société? Pourquoi c'est pas à l'école? Que font les autres, en gros? Exactement, et on est tout à fait d'accord avec ça. Et on se rend compte aussi qu'à travers le sujet de la paternité, c'est des sujets vraiment collectifs et politiques qui se dégagent du docu. Effectivement, pourquoi c'est à l'individu, au père, à la mère, de prendre en charge des sujets qui sont difficiles. C'est une grosse charge émotionnelle que d'expliquer à son enfant « j'ai subi du racisme et tu vas en subir aussi ». Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la prise de parole de Toufik, qui raconte ça, c'est qu'il fait le parallèle avec la misogynie. Et effectivement, pourquoi c'est aux mères d'expliquer à leurs filles et à leurs fils qu'il y a des violences sexistes et sexuelles à l'encontre des filles et des femmes dans la société. Pourquoi ce ne serait pas quelque chose de collectif, quelque chose de national, d'étatique? Voilà, c'est à nous de prendre en charge ça aussi en tant que société, plutôt que de le laisser reposer sur les individus. Rose, vous avez vécu cette semaine d'intégration il y a quelques jours, ces ateliers, donc aussi comment quel regard vous portez en tout cas sur la formation que vous avez reçue? Je pense que la formation était hyper intéressante, surtout pour des gens qui ne sont pas confrontés à ces problèmes-là. Donc plutôt les garçons. Après les filles, on a tendance à être
plus informés sur ces situations parce qu'à notre âge, 18 ans, la majorité, on commence à plus sortir, à aller dehors, surtout le soir. Ouais. Du coup, on fait plus attention que des garçons qui, eux, au contraire, vont sortir dans la rue comme s'il n'y avait pas de problème. Vous y êtes plus sensibilisés. C'est ça. En tout cas, est-ce que maintenant, vous estimez que vous vous sentez peut-être un peu plus à l'aise pour réagir en cas de besoin ? Oui. Parce que ça valide vachement les comportements à avoir et au contraire à pas avoir pour se mettre en sécurité. D'accord. Et du coup, ça nous permet d'être OK avec ce qu'on fait et de se mettre vraiment de se mettre en sécurité dans ces situations, quoi. Vous êtes beaucoup plus à l'aise. Moi, ma question, c'est, avant de pouvoir parler de jeunes, il faut déjà les trouver. Sylvain, comment on fait pour trouver justement tous ces jeunes en ruralité qui passent parfois sous tous les radars ? Ouais, alors effectivement, ça c'est une des grosses problématiques nous de l'association, c'est que donc moi j'ai commencé l'association donc avec des amis, on était lycéens. Aujourd'hui, je suis président de l'association et il y a majoritairement des jeunes, mais par exemple, quand moi j'ai commencé, j'étais donc sur territoire sud de Luberon, Provence, j'étais sur place. Et aujourd'hui, je suis sur Montpellier puisque je suis étudiant en master. Et encore, je vais partir dans le Gers bientôt, donc je suis quand même très loin, donc c'est difficile d'être sur place. Et donc, on a une vraie volonté de chercher des jeunes pour essayer de prendre la suite, continuer à faire vivre l'asso et avoir des jeunes qui sont là régulièrement. Et c'est vrai que nous, ce travail il est assez difficile, donc on a quand même les lycées de secteur dans lesquels on peut aller essayer de chercher ces jeunesses. On travaille beaucoup avec des enseignants qui sont intéressés ou avec différentes personnes du milieu. On travaille aussi avec les MFR qui ont aussi du coup beaucoup de jeunes. Donc en fait, on essaye de passer par ces institutions qui sont plutôt formelles pour essayer d'y rentrer, de faire des ateliers informels, présenter ce que fait l'association, ce qu'il y a d'intéressant et montrer que les deux sont tout à fait compatibles. On ne met pas le formel et l'informel en opposition, on essaye de mixer les deux. Donc ça, c'est un peu l'idée, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et encore une fois, on n'a pas exactement la recette, mais donc l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher, quoi. Les émotions, sujet qui parcourt absolument l'ensemble de ce documentaire. Dans les souvenirs qu'ils ont de leur propre père et dans l'image de père qu'ils essayent d'être, il y a un truc qui revient énormément, c'est la question du temps. Donner du temps ou ne pas avoir eu suffisamment de temps. Oui, c'est vrai, c'était assez frappant. On ressent ça aussi par rapport, on parlait de la charge de la société tout à l'heure par rapport au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères qui nous disent ça, que c'est extrêmement frustrant d'être obligé de retourner au travail, qu'il y a une pression sociale à être performant au travail, voire carrément à délaisser sa vie de famille. Et ça, c'est très compliqué. Il y en a quelques-uns qui ont fait le choix de démissionner, de devenir père au foyer pour pouvoir se concentrer sur leur paternité. Ou d'arrêter des études. Ou d'arrêter des études. Qui était en médecine, ce qui est quand même un truc assez chaud. Apparemment, il réussissait. Il était pas il avait franchi le cap de la première année et il a mis ça entre parenthèses. Oui, absolument. En fait, c'est des questions de priorité qui se sont posées. C'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Est-ce que c'est être performant au travail, avoir une jolie image sociale aussi, parce qu'on sait que c'est valorisé, notamment pour les hommes, la profession. Contrairement à la paternité, s'occuper des enfants, c'est moins valorisé pour les hommes. Et donc ces hommes-là ont fait le choix vraiment de se concentrer sur leur vie de famille. Qu'est-ce qui explique ça, Sophie ? C'est intéressant. Est-ce que c'est le fait qu'ils n'y sont pas été sensibilisés effectivement parce que la cellule familiale n'a pas forcément fait ce travail en amont? Alors la famille, évidemment, reste un point important. Les parents transmettent leurs idées et puis leurs idéaux, comme ils viennent de le dire, aux étudiants, à leurs enfants. Après, c'est justement le moment où ils sont entre l'enfance, l'adolescence et puis l'âge adulte. Un âge un peu charnière. C'est ça, c'est vraiment une période charnière et c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec eux. C'est de les voir se construire à ce moment-là et de leur donner des bases solides pour dire, voilà, faites vos choix. Après, chacun aura les idées qu'il a, on ne peut pas les forcer. Mais faites vos choix et essayez d'avoir du libre arbitre, essayez d'avoir confiance en vous, essayez de voir ce qui se passe autour de vous, de ne pas rester... C'était aussi l'idée de cette formation, c'est ne restez pas les bras ballants à regarder ce qui se passe en vous disant ça me paraît bizarre, ça me plaît pas, mais bon, j'y vais pas. C'est soyez actifs, soyez acteurs, et plus on va être acteurs et actifs, et plus les choses évoluent. Et on voit que les garçons, l'air de rien, de plus en plus s'investissent aussi sur ces questions. Ça change, Rose, vous le voyez. En fait, le problème, c'est qu'avant, il y avait un gros tabou sur ces sujets-là, alors qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, déjà, ça leur fait prendre conscience que ça existe. C'est sûr, peut-être qu'ils n'ont jamais été sensibilisés à l'école, au lycée, effectivement, à ces enjeux.
Donc Ronan, vous êtes animateur territorial en charge du volet pédagogique du projet Tide. Tide, ça veut dire quoi ? Tide pour la marée. Alors l'acronyme c'est Territoire inclusif pour le développement durable en Europe. Mais l'idée c'était d'avoir la marée, le fait qu'on puisse essayer d'embarquer une dynamique sur un territoire en Provence. Et vous, Sylvain Lacroix, vous êtes président de l'association J'aime, sans eux. C'est quoi cette assoce ? Oui, c'est ça. Donc, c'est une association jeunesse. Donc, J'aime, ça veut dire jeunes d'ailleurs d'ici et du monde, avec donc la volonté de regrouper un petit peu toutes ces jeunesses. Et donc, c'est une association qui a maintenant 5 ans, qui est née d'une initiative de quelques lycéens, puisqu'à l'époque, on était lycéens, donc moi, avec quelques amis. Et on avait l'impression, en étant des jeunes ruraux, qu'on n'était pas forcément toujours bien écoutés ou qu'on n'avait pas accès à toutes les opportunités qui peuvent exister. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une asso pour essayer de rassembler un peu tous les jeunes qu'on connaît, tous les jeunes de notre territoire et voir ce qu'on peut faire ensemble. Écoutez la parole des jeunes et les accompagner sur les méthodes afin qu'ils confirment leur rôle d'acteur d'un territoire inclusif et aussi durable. Tel est l'objectif donc de ce beau projet Tide, territoire ruraux inclusif, je le répète, pour le développement durable en Europe. Grand forum prévu, le rendez-vous est pris les 11 et 12 octobre prochains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa. On vous retrouve jeudi dans l'émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Mani Pézèche qui a la réalisation, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. À demain. Ciao.